Pendant la crise du Covid, on applaudissait tous les soirs un personnel soignant épuisé. On les remerciait pour leur courage. Et on nous avait juré à l'époque que le monde d'après serait différent. Pourtant, en Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, le système de soins ne cesse de se détériorer. Et ce sont les métiers majoritairement féminins, comme les infirmières et les aides-soignantes, qui en payent directement le prix. Mais comment ces professions ont-elles évolué depuis 20 ans ? Vers où va-t-on dans cette crise du prendre soin ? C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode de Bruce Talk, avec nos deux invités du jour, Hélène Janssens et Thomas Lavergne. Bonjour Thomas et Hélène. Bonjour. Thomas, tu es attaché expert thématique à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes à Bruxelles. Et toi, Hélène, tu es chercheuse pour le service d'études de la Mutualité chrétienne. Et ensemble, vous avez co-dirigé une étude qui s'appelle « Pénurie des infirmières et crise du prendre soin ». C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Bon, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que le prendre soin, le care, on parle beaucoup du care. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus qu'est-ce que c'est que le care et quelles sont un peu ses théories ? Alors, on peut appeler ça les théories du care, qui rassemblent en fait la pensée de plusieurs chercheurs-chercheuses sur le sujet. Et donc, le care, c'est vraiment l'importance de la relation à autrui, le prendre soin, la sollicitude, l'attention des uns envers les autres. Et donc, c'est des théories qui sont diverses et qui sont multiples, mais qui vont mettre au centre de leurs idées, par exemple, des notions comme la vulnérabilité, la dépendance, qui sont des notions centrales pour les êtres humains, selon ces théories-là, et qui vont donc aller à contre-courant de la pensée, par exemple, plus néolibérale, qui va mettre la force et l'autonomie au centre de ce qu'est un être humain. Donc, à partir de ces lignes de fracture, il y a des visions de la société très différentes qui vont se développer. Les théoriciennes du care vont estimer en fait qu'on est toujours vulnérable dans la vie, pas uniquement lorsqu'on est un très jeune enfant ou un vieillard, mais qu'on est des êtres qui sont aussi vulnérables et dont il faut prendre soin. Et que traditionnellement, les femmes en fait s'occupaient beaucoup de tout ce tissu de relations et qui encore aujourd'hui manque de valorisation, c'est-à-dire on ne se rend pas toujours compte suffisamment bien du travail qui est derrière en fait toutes ces relations humaines. Et en fait, nous, notre idée, c'était d'utiliser ces théories pour essayer de bien comprendre les racines de la pénurie des infirmières et qui, selon nous, avaient des racines plus universelles qui touchent tous les métiers du soin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries dans les métiers des infirmières, aides-soignantes, des péricultrices, des enseignantes, etc., qui sont tous des métiers de la relation à autrui. Et que pour expliquer ces pénuries, on pouvait se baser sur ces théories-là en disant, en fait, notre société va complètement à contre-courant de ce que ces théories identifient comme étant crucial pour la vie humaine et la vie sociétale. C'est comme si les pénuries aujourd'hui qui touchent des endroits de sens, qui vont toucher les hôpitaux, qui vont toucher les écoles, etc., c'est comme si c'était la pointe de l'iceberg de tout cet ensemble de relations et de travail affectif, émotionnel qui reste invisible. Et donc aujourd'hui, la crise du prendre soin, comme on l'a identifié, a comme résultat des pénuries dans des métiers qui sont des métiers de sens. Oui, il y avait derrière aussi l'hypothèse que la pénurie et les chiffres alarmants sur le burn-out des infirmières venaient aussi d'une difficulté à reconnaître dans leur travail cette part relationnelle du soin et que l'incapacité de mettre en place un bon soin, d'après les décrets de compétences et le rôle propre des infirmières, aboutissait à une perte de sens et donc des intentions de quitter l'emploi ou la profession. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, dans un acte de soin, on va plus facilement pouvoir chiffrer le nombre, je ne sais pas moi, de piqûres qui va pouvoir être faites sur une journée et le temps, par exemple, qui va être pris pour écouter la souffrance ou écouter une personne ne va pas être chiffrable et donc ne va pas être quantifié et donc ne va pas être valorisé. Et la posture aussi féministe, parce que on a pu reprocher aux théories du care d'être essentialisantes en disant il y aurait une essence féminine liée aux soins, etc., qui conviendrait de revaloriser. En fait, c'est pas de particulariser une essence féminine, mais de bien universaliser et généraliser ce prendre soin à l'ensemble de la société et du coup de revaloriser ces actes-là et les personnes qui les prodiguent.
voire universaliser la prodiguation des soins et pas le réserver uniquement aux femmes pauvres. Mais on n'est pas encore tout à fait proche du compte, vu qu'aujourd'hui, il y a quand même environ 86% des infirmières qui sont des femmes. Il y a 85% des aidants proches qui sont des aidantes proches, qui sont des femmes. Et tous ces chiffres en Belgique, hein, bien sûr. Ouais. Oui. Et donc, justement, vous, dans votre étude, vous vocalisez sur deux professions qui sont relativement significatives, les infirmières et les aides-soignantes, qui sont majoritairement féminines. Je crois même que les aides-soignantes, c'est encore plus le chiffre en Belgique. C'est 90%. C'est ça, c'est plus de 90%. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, en tout cas en termes de situation, que ce soit en termes de nombre, en termes d'âge, quelle était l'évolution en début du XXIe siècle par rapport à ces deux métiers ? Évidemment, c'est un problème qui est complexe et qui est transversal. Et donc, il n'y a pas un seul chiffre qu'on peut brandir et dire, voilà, la pénurie, c'est ça. Donc, nous, on a essayé d'approcher le problème en utilisant plusieurs types de données quantitatives. On a par exemple regardé d'abord les pyramides des âges. On peut regarder la forme des pyramides. Donc on imagine une pyramide égyptienne, c'est-à-dire en forme conique comme ça. Et bien c'est pas du tout la forme de la pyramide des âges dans la population des infirmières actives. La forme, elle va être beaucoup plus tronculaire, donc comme un tronc d'arbre, ce qui veut dire qu'il y a autant d'infirmières âgées que d'infirmières plus jeunes. Et donc ça parle d'un problème potentiel de renouvellement, parce qu'on parle du vieillissement de la population, qui engendre aussi un nombre de besoins de soins croissants, mais il y a aussi le vieillissement de la population infirmière. On dit aujourd'hui qu'il y a un tiers des infirmières qui sont âgées de 50 ans et plus. On peut aussi comparer en fait l'évolution entre 2004 et 2018 et regarder justement ces populations infirmières, donc comment la représentativité des catégories d'âge de la force de travail infirmière. Et on va remarquer par exemple que les infirmières de 50 ans et plus sont 2 fois plus nombreuses en 2018 qu'en 2004. Et au contraire, les infirmières plus jeunes, leur proportion dans l'ensemble de la manœuvre va diminuer. Et donc c'est très questionnant quand on sait que ces infirmières plus âgées vont aussi partir à la retraite et ont déjà un certain âge. C'est questionnant aussi parce qu'il y a des chercheurs qui mettent en avant un problème de rétention, donc de difficulté de retenir sur le marché de l'emploi les infirmières âgées entre 25 et 40 ans. En réalité, on se rend compte que depuis 20 ans, le nombre de places dans les organismes de formation n'a pas diminué, que même a augmenté, mais qu'en réalité, il y a de moins en moins de personnes sur le terrain et du coup, qui montrent bien des problèmes de rétention et du coup, des problèmes structurels et du coup, à des solutions qu'on pourrait imaginer plus faciles en se disant on n'a qu'à recruter des infirmières venant de pays étrangers pour combler le déficit. En fait, ça ne va pas résoudre le problème étant donné qu'il y a vraiment un réel problème structurel qui empêche les personnes formées de rester en poste, voire les nouveaux et les nouvelles étudiants et étudiantes qui finissent pas leur parcours en réalité. S'il y a beaucoup moins d'entrées sur le marché de l'emploi d'infirmières, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup moins qui arrivent en première année de formation, mais parce qu'elles s'arrêtent. Oui, il y en a un tiers seulement qui termine ses études, donc il y en a 2 tiers qui arrêtent. Et donc on peut, je ne sais pas si c'est le moment d'arriver sur la question de la rationalisation dans les structures hospitalières. Tout à fait. Donc vas-y, je t'écoute. Fin des années 90, dans les pays occidentaux et dans le Benelux, il y a une volonté d'assainir les comptes publics avec davantage de transparence, d'efficience et du coup de mettre en place des modèles issus du privé dans les services publics face à la dette notamment qui était déjà problématique et aussi en anticipation du problème démographique que va être le vieillissement de la population. Vieillissement de la population qui amène à davantage de demandes de soins, mais aussi des demandes de soins polypathologiques et chroniques, donc qui sont plus lourds et plus complexes et qui demandent aussi tout un travail relationnel et social de prophylaxie, de retour à l'autonomie dans les déplacements, etc., de parcours de coordination des soins, etc. Et à côté de ça, on met en place un modèle d'efficience où les services de santé vont être responsables de la bonne économie du service. On passe aussi d'une activité justifiée à la place d'une activité réelle. Donc on va dire par exemple, je sais pas, une prothèse de hanche, et les chiffres, je sais pas si c'est réellement ça, mais on va dire c'est 5 jours par exemple d'hospitalisation. Et ben si la personne reste 10 jours,
c'est coûteux au final pour le service, étant donné qu'il va recevoir une enveloppe que pour 5 jours d'hospitalisation. Ce que ça crée chez le personnel soignant, c'est l'idée d'injonction un peu contradictoire entre leur culture professionnelle et du coup l'adaptation de la prise en charge individualisée face à une standardisation des activités via des protocoles de soins et des durées. Donc ça, c'est un des premiers points. Et en plus, cette nécessaire efficience, elle s'accompagne d'un besoin de comptabiliser et du coup de réinscription informatique des actes posés, ce qui est aussi très coûteux en termes de temps pour les professionnels. Tout un travail administratif, quoi, finalement. Voilà. Quoi. Et du coup, les gens vont dire, je passe plus de temps derrière mon écran qu'au chevet du patient. Donc ça crée du mal-être et de la perte de sens. Pour donner un petit exemple, par exemple, si on dit à une jeune stagiaire qui a choisi son métier, et sûrement avec des raisons aussi altruistes à l'intérieur, tu n'as pas le temps de parler avec les patients parce que tu dois faire X, Y tâches, eh bien, ça crée une dissonance interne entre ce pourquoi, en fait, je choisis de faire ce métier et, en fait, la réalité sur le terrain. Et que ça crée alors une perte de sens et de mal-être qu'on peut tous comprendre. Là, dans l'enquête qu'on a menée, parce qu'on a, pour cette étude, on a également fait une enquête par questionnaire qui a permis la récolte de plus de 2000 réponses d'infirmières et d'aides-soignantes. Ce qui est vraiment un bon échantillon quand même pour une enquête. Et ben du coup, on a demandé, est-ce que dans les 6 derniers mois, est-ce que vous n'avez pas pu réaliser certains actes de soins ? Et c'est le cas pour près de 70% des infirmières. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les plus souvent, les soins non réalisés sont des soins relationnels. Et ce qui n'est pas incohérent, étant donné que le management et la codification des actes est pensé sur du technique. Et du coup, ça répond aussi à toute cette question de l'invisibilisation des actes de care qu'on retrouve même dans le fonctionnement même de comptabilisation des actes. Et du coup, si c'est pas visible, si c'est pas comptabilisé, ben c'est un peu ce qu'on fait passer à la trappe. Or, le problème, c'est que ces actes-là, et la prise en charge holistique du patient, le retour à des activités de la vie quotidienne, etc., ça fait partie du rôle propre des infirmières et des aides-soignantes qui s'est constitué comme profession autonome dans les années 70-80 autour de ces dimensions-là. Et donc, en effet, on a des personnes qui sont formées à prendre en charge de manière holistique dans une prise en charge individualisée les soins, et une fois sur le terrain, eh ben, se retrouvent comme des techniciens à devoir cocher des cases techniques et n'ayant pas le temps de prendre en charge réellement le patient comme il ou elle le voudrait. Donc ça aboutit à des pertes de sens. Parce qu'en fait, l'enquête a pu montrer que quand il y a un score relationnel, donc on a la capacité justement, comme dit Thomas, de mettre en place des soins relationnels avec l'autre, avec le patient, en fait, on a un sens au travail qui est plus élevé. Ouais. Et donc, effectivement, si on n'a pas l'occasion de mettre en place des soins relationnels, eh ben, ça va affecter notre sens au travail et du coup, alimenter notre intention d'exit, en fait, de vouloir changer d'emploi, de métier, ou simplement d'être en burn-out et d'être en souffrance par rapport à son travail. Ce qui n'est pas possible de mettre en place, c'est des choses qui semblent indispensables. Ce qu'on a calculé avec le score relationnel, c'est la possibilité ou non de mettre en place des activités de soins liées à la dimension relationnelle, mais qui peuvent être de prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait avant de le faire, prendre en compte la pudeur du patient ou de la patiente pendant une toilette, faire attention au non-verbal chez les patients, adopter son discours, etc. Faire à la place de... C'est ça, en fait, les éléments des actes qui constituent ce qu'on dit par acte relationnel, quoi. Et ça, c'est complètement, on va dire, négligé ou en tout cas invisibilisé dans le mode opératoire qu'on demande. C'est invisibilisé dans la comptabilisation des soins. C'est-à-dire qu'on ne va pas cocher « Ah, j'ai réconforté une patiente qui pleurait, alors que ça m'a pris 10 minutes. » Ça ne va pas être comptabilisé. Donc, il ne va pas y avoir d'argent derrière. Donc, c'est du temps qui coûte cher, entre guillemets. Mais du coup, oui, ce qu'on regarde, c'est que plus ce score relationnel est faible, c'est-à-dire moins les personnes ont la capacité de mettre en place ces actes-là, plus le sens au travail se dégrade et plus l'intention de quitter l'emploi ou la profession augmente. Et on sait que pour 93% des infirmières et des aides-soignantes, la mise en place de soins relationnels est importante. Donc en fait, ça reste
un élément vraiment central du métier. En fait, on ne va pas résoudre le problème de la pénurie que par de l'argent. Il y a vraiment un travail à faire autour des conditions de travail pour permettre justement à ce que le cœur du métier puisse encore s'exercer. Et justement, dans l'étude, vous parliez du fait que le présentéisme dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi un remplacement au pied levé d'infirmières qui peuvent être absentes, et donc finalement une forte demande de flexibilité et d'adaptation au fait que, au bout d'un moment, il n'y a plus personne, donc il faut rester, il faut faire des heures supplémentaires. Et aussi de la culpabilité, parce que je me rappelle d'infirmières qu'on avait interrogées qui disaient qu'elles recevaient des messages WhatsApp pendant leurs absences pour essayer de savoir si elles pouvaient revenir au travail. Et donc, d'engendrer en fait vraiment un problème aussi de conciliation vie privée, vie professionnelle dans un contexte de travail très féminin. Tu vois, on pourrait se dire, il y a un contexte de pénurie, donc on a besoin que les personnels en poste restent plus longtemps, prestent des jours supplémentaires. Il y a une culture professionnelle en plus de l'entraide entre collègues qui est très forte, et puis de continuité des services. C'est un modèle médical qui est basé sur de la disponibilité permanente, parce qu'il faut bien continuer de soigner les personnes la nuit, le jour, etc. Donc déjà, ça impose des horaires très compliqués. Mais du coup, du fait qu'il y a une pénurie, on va demander aux gens de faire des heures supplémentaires. Là, dans l'enquête, il y a 66% des infirmières et infirmières qui disaient prester des heures supplémentaires toujours ou souvent. Et un quart qui disait remplacer toujours ou souvent des collègues au pied levé. Donc, par exemple, demain c'est mon jour de repos, en fait non, je retourne au travail parce que ma collègue est absente. Il y a un management de la culpabilité aussi où on va jouer là-dessus en disant tu vas pas mettre tes collègues dans l'embarras, ou oui, mais comment on va faire pour soigner tout le monde. Donc il y a une autoculpabilité dans tous les cas, et en plus il y a un management parfois qui a été montré par la culpabilité. Mais en fait, même d'un point de vue économique, il y a d'autres études qui montrent que le présentéisme coûterait plus cher même que l'absentéisme, donc les maladies longue durée aussi, etc. Parce que les gens restent plus longtemps sur leur lieu de travail, les soins sont moins bien réalisés, face à, on a moins de concentration, on travaille moins bien. On sait que des soins moins bien réalisés jouent sur le sens au travail, et du coup peut amener à des burn-out ou des arrêts maladie plus longs et plus fréquents. Donc au final, c'est un mauvais calcul aussi d'épuiser la main-d'œuvre. En fait, c'est même pas efficace économiquement, en fait, ce système. Pas à long terme. Ouais. Non, et puis ce qui est mis aussi en avant, c'est donc, comme disait, c'est des métiers qui sont pénibles et où le soutien des pairs est justement crucial, c'est-à-dire le fait, parce que c'est des métiers où il y a une forte charge émotionnelle aussi. Or, avec la pénurie, ce qui se passe, c'est que vite, on est envoyé d'un service à l'autre pour pallier au manque existant, et ça déstructure du coup les équipes de travail, qui étaient aussi un facteur soutenant. Et c'est pour ça qu'on dit que la pénurie, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que en fait, les conséquences de la pénurie vont alourdir le travail du personnel qui est encore en poste. Et donc c'est un peu un cercle qui s'empire de plus en plus, parce que s'il manque du personnel, ça veut dire que ceux qui restent ont un travail encore plus difficile, et donc si elles ont un travail encore plus difficile, encore plus de risques de partir du métier. Voilà. C'est comme cet exemple que j'aime encore assez bien. On dit s'il y a une pénurie dans des matériaux de construction, par exemple, que les maisons vont peut-être se construire moins vite parce qu'il manque, je sais pas moi, des briques, du ciment, etc. Alors que dans un métier comme le métier des infirmières et des aides-soignantes, c'est le personnel qui va vraiment en pâtir du manque de main-d'œuvre. Voilà. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui est aussi très mal vécu. En effet, les mouvements latéraux dans une même structure, mais qui aussi repose sur un management de l'efficience, où on se dit, tiens, on va fermer ce service-là et mettre les 4 lits dans ce service-là pour avoir moins de coûts pendant le week-end. Il manque 2 personnes ici, on a qu'à en prendre une de là pour la mettre là, sauf qu'en fait, il y a un besoin d'adaptabilité. Les services ne fonctionnent pas tous de la même manière. Il y a des spécificités en fonction des pathologies, etc. Et du coup, le personnel à qui ça arrive a l'impression d'être pris comme un pion, et ça aboutit aussi à des pertes de sens. Et ça casse en effet la solidarité d'équipe,
qui est nécessaire dans des métiers où il y a une forte charge émotionnelle face à ce qu'on vit. Par rapport à la relation au travail, moi, il y avait quelque chose qui m'avait fort remarqué, c'était que les conditions de travail toujours plus mauvaises aboutissent aussi par rapport aux patients à des violences qui peuvent être subies de la part des patients, patientes ou de leur famille. Le soin, il n'est pas forcément éthique. On peut faire du bon soin ou du mauvais soin. Et dans la grammaire éthique du care définie par Joan Tranto, il y a 4 phases. Il y a la reconnaissance d'un besoin de soin. Donc c'est caring with. Ensuite, il y a l'idée que ok, c'est moi qui vais prendre cette responsabilité, le taking care. Puis, je vais prodiguer les soins, donc ça demande des compétences, etc. Donc ça, c'est le caregiving. Et enfin, il y a le care receiving. Receiving. Et du coup, qui est la capacité de réponse du bénéficiaire aux soins prodigués. Et en fait, on se rend compte que que ça marche ensemble et qu'en effet, si on ne peut pas correctement prendre soin, la relation soignant-soigné, elle empathie et le care receiving peut mal se passer et il peut y avoir des violences qui émergent. Sachant que elles sont très déstructurantes pour les personnels soignants-soignés parce que ces violences-là, déjà, c'est les plus majoritaires quand on demande... Les plus fréquentes, c'est les violences que vivent les infirmières et les aides-soignants, c'est les violences qui viennent des patients ou de leur famille. Et donc non seulement elles ne peuvent pas faire bien leur travail, mais en plus c'est elles qui vont payer un peu les pots cassés du résultat de ça, c'est-à-dire que les bénéficiaires ne soient pas traités de la bonne manière, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'un contexte de pénurie qui alourdit les conditions de travail va risquer de faire augmenter la violence dans la relation de soins, en fait. Dans le soin, constitutivement, il y a quand même une personne capable et une personne vulnérable, et du coup, il peut y avoir une violence s'il y a un abus de pouvoir de la part du soignant sur le soigné, qui est dans une position vulnérable. Et à l'inverse, il peut aussi y avoir une violence du soigné vers le soignant si il le méprise, s'il le voit faire des tâches de service, voire des tâches serviles. Et c'est ça qu'on dit que donc... Enfin, les théories du care qui mettent en avant que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui nous traverse en tant qu'être humain. Et pourquoi est-ce que nous, on a lié ça à la pénurie des infirmières? C'est que la prise en charge des personnes vulnérables, qui sont aussi, entre autres, les malades, mais qui vont aussi être les personnes âgées, est mise à mal justement par un manque de main-d'œuvre. Mais cette réalité-là va aussi coûter... dans notre manière de prendre en charge les personnes qui s'occupent des personnes vulnérables. C'est aussi vulnérabilisant, quelque part, de s'occuper de toutes ces relations envers des patients. Ça me fait un bon fil conducteur parce que moi, j'aimerais finir sur des recommandations. Et au fait, dans votre étude, au-delà d'expliquer ce qui s'est passé ces 15 dernières années, vous faites aussi des projections par rapport au futur. Des projections qui sont plutôt pessimistes si on continue dans le même modèle. Et disons que moi, je ne suis pas persuadé qu'en plus, avec le nouveau gouvernement qu'on va avoir et tout, ça va dans une direction qui change, plutôt dans la même. Vous, du coup, quels seraient les types de recommandations que vous feriez ? Alors peut-être d'abord dire en termes des prospections futures, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 secteurs qui, dans les prospections, où on identifie de très grands déséquilibres de main-d'œuvre par rapport aux besoins de soins, qui sont donc les maisons de repos et les soins à domicile. D'ici à 2046, si on tire les constats qu'on fait aujourd'hui, on se rend compte que le déséquilibre est le plus grand dans ces 2 secteurs-là, et le plus grand est vraiment alarmant, parce qu'il y a... l'équilibre entre offre et demande de soins diminue de presque de plus d'un quart, en tout cas bascule en termes de déséquilibre envers plus de besoins et moins de personnel. Ça, c'est une des projections qu'on fait. Une autre projection qu'on fait, c'est les risques en fait qui existent sur les soins informels. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est pas la même chose d'être soigné par un aidant proche ou d'être visité chez soi par un aidant proche par rapport à un professionnel. C'est évidemment pas les mêmes compétences et c'est pas le même travail. Par contre, on peut dire qu'il va exister peut-être une forme de vase communicant entre les deux, et que tout ce virage ambulatoire qui emmène plus de soins dans les foyers et à domicile a des risques en termes d'inégalité en fait de différents ordres. Par exemple, d'inégalité homme-femme. On a dit qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient aidantes proches, donc ça veut dire que si on fait passer plus de soins
soins à domicile, ça va tomber sur les épaules des femmes qui ont déjà d'autres charges aussi à assurer aujourd'hui. Donc ça, c'est un risque en termes plus d'inégalité de genre. Après, il y a aussi un risque en termes de logement, c'est qu'on sait qu'on n'habite pas tous dans les mêmes maisons, qu'il y a des logements précaires dans lesquels on va peut-être moins bien se soigner que dans des villas, par exemple. Donc il y a vraiment des inégalités aussi de logement qui vont apparaître par rapport au fait qu'on va plus peut-être être amené à être soigné ou être maintenu à domicile quand on vieillit. Et puis pour les personnes âgées qui sont isolées et qui n'ont pas justement toutes ces relations sociales autour d'elles, du coup il y a un risque de solitude qui est plus grand, ou même un risque du coup de qualité d'accompagnement humain qui fait que qui va affecter justement la société. Et aujourd'hui, on sait que au plus une société va mal, au plus il va y avoir des problèmes de santé mentale, de solitude, etc. Évidemment que ça va retomber aussi sur un système de santé qui ne peut pas non plus tout porter à bout de bras. Une des recommandations, c'est de justement faire des choix politiques et budgétaires qui vont faire attention justement à ce care, donc pour éviter, pour le rendre visible et essayer de le préserver, peut-être même réfléchir à comment, si justement c'est plus facile de codifier et de compter le nombre, par exemple, de pansements qui sont faits par une personnelle soignante. Est-ce qu'on pourrait aussi compter peut-être du temps pour l'acte de soins relationnels? Comment on n'a pas spécialement la solution toute faite, mais comment est-ce qu'on peut préserver cet acte-là? Comment est-ce qu'on peut y faire attention? Et peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on est obligé de presque le codifier pour qu'il soit pris en compte. Qui vient aussi de revendications de visibiliser et rémunérer le travail invisible, donc pourquoi pas? Après, ça a aussi certainement ses défauts. Et ce qu'on voit, c'est que même dans les prise en charge à domicile, le temps d'une injection, il va être comptabilisé. On va dire, une injection, c'est 1 minute 15. Sauf qu'en fait, le temps d'arriver, de dire bonjour, de regarder, vous avez quelque chose dans le frigo, avec vos bas, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps, mais qui va pas être compté pour le ou la professionnelle. Donc, lui, il va être payé pour une injection qui est censée durer 1 minute, alors qu'il a passé 15 ou 20 minutes. Et du coup, on se posait la question de mettre en place dans les nomenclatures un temps dédié au relationnel pour pouvoir le comptabiliser et le faire exister. Prévenir les situations de violence, en fait, simplement diminuer aussi la violence et faire, je pense, des parallèles entre les pénuries dans les différents métiers du care pour se rendre compte qu'il y a vraiment un endroit où aujourd'hui on atteint vraiment un point de crise dans un monde qui occulte en fait trop l'importance d'éléments comme la relation à autrui. Eh bien, merci. Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui pour parler de ça. Merci pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'à titre personnel, maintenant, vous êtes sur d'autres sujets. Hein. Alors, cette étude, elle faisait partie du côté de l'Institut, d'un plan de relance européen post-Covid sur la résilience et sur les femmes sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a cette étude-là, mais l'Institut a également soutenu 18 ASBL qui mettaient en place des projets favorisant l'inclusion des femmes en situation de vulnérabilité sur le marché de l'emploi. Du coup, là, moi, je travaille sur un rapport de bonnes pratiques autour de ce soutien-là. Et dans cette campagne de sensibilisation plus grand public, je vais réaliser des podcasts pour porter la voix de ces femmes-là, qui devraient sortir en septembre prochain. Et moi, de mon côté, je vais faire des choses très différentes. Je vais travailler un peu autour du financement de la sécurité sociale et de la santé mentale des personnes âgées. Eh bien, merci encore à vous deux et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode de Bruce Talk. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à Bruscope. Si vous voulez aller plus loin, notre revue sur l'inclusion des femmes sur le marché de l'emploi à Bruxelles est toujours disponible sur notre site internet bruscope.be. Bruscope, c'est avant tout un média indépendant et participatif. Donc, n'hésitez pas aussi à nous soutenir sur notre site via un don ou un abonnement si vous le pouvez. Et moi, je vous dis à bientôt.